Si mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. Vous avez des documents ici du FBI, déclassifiés, qui datent des années 50, 40 et 50. Vous avez des documents du FBI, déclassifiés. Je répète, vous avez des documents du FBI. Les enquêtes qu'on a faites sur le territoire américain. On faisait des enquêtes sur des organisations sionistes aux États-Unis, aussitôt dans les années 1943, avec des mémos du Dr. Heller, qui était le chairman de l'organisation sioniste de l'Amérique, où on apprend que vous avez des organisations sionistes aux États-Unis, ok? C'est eux-mêmes, de la bouche même de ces organisations sionistes, documentées par les documents du FBI. Les sionistes, qui en grande majorité étaient des juifs américains, eux-mêmes, les juifs américains, des sionistes, excusez-moi de répéter les mêmes mots, c'est parce qu'il faut que ça vous rentre dans la tête, là, ont estimé que les chiffres des juifs en Europe, à ce moment-là, étaient de 2 millions. Alors, je répète encore une fois, pour ne pas me faire accuser d'antisémite de toutes sortes de niaiseries de même. Vous avez des organisations, ça c'est la Zionist Organization of America. Vous avez son chairman, le directeur, le Dr. Heller, un sioniste. Eux-mêmes, dans leurs documents, estimaient dans les années 40 que le nombre de Juifs qu'il y avait en Europe était de 2 millions. Et puis qui disait que si les nazis étaient pour rester en contrôle, qu'il y en aurait moins. Alors, comment que Hitler et les nazis ont pu tuer 6 millions de personnes juives si, selon leurs propres chiffres, il y en avait 3 fois moins en Europe au complet? Pose la question. Anyway, on continue. Chez moi, je suis en feu, mais je veux dire, il y a des affaires qui, à un moment donné, là, je veux dire, le non-sens est en train de me faire halluciner. OK? Pour ça, je vais avoir besoin des vacances. Il faut que je relaxe un peu. Le Conseil constitutionnel a donc décidé de censurer la loi qui punit la contestation du génocide arménien. Le Conseil juge que cette loi est finalement une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression. L'article 11 stipule que la liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Pour les sages donc, interdire la négation publique d'un génocide va à l'encontre de la liberté d'expression, un droit qui touche à l'essence même de la démocratie. Donc, comme on s'y attendait, et comme le redoutait Sarkozy, qui a voulu faire passer une loi d'interdiction, de négation d'un génocide de personne en France n'a rien à foutre, dont les Français ne sont pas partie prenante et qui nous mettait à dos la Turquie inutilement, qui était non pas cette reconnaissance du génocide arménien, mais le fait que la négation du génocide arménien était punie en France de prison, j'avais dit prison avec sursis, non, c'est prison ferme, 1 an de prison ferme et 45 000 € d'amende, ce qui était absurde. Et le Conseil constitutionnel vient de retoquer cette loi absurde en disant que c'est une atteinte à la liberté d'expression et de pensée en France, ce qui est, voilà, c'est un des fondamentaux de la République que, soi-disant, tout le monde défend alors que tout le monde la bafoue, et que ce n'était pas aux législateurs de dire l'histoire. Alors, le naïf se dira, bah donc, ça abroge aussi la loi Guesso. Parce que la loi Guesso, c'est exactement ça. Hein. C'est interdire la liberté d'expression et de penser sur un sujet, et c'est le législateur qui dit l'histoire sous peine de prison et d'amende. Et alors là, on a à un moment donné des menteurs professionnels, hein, je ne vais même pas dire les noms, mais des gens dont le rapport à l'autre et le rapport au monde et le mensonge intrinsèquement, qui vous disent oui, non, mais ça n'a rien à voir, parce que la loi Guesso, elle, est accolée à Nuremberg. Le Parlement français n'a jamais reçu de la Constitution le pouvoir
de dire tel fait historique a eu lieu à tel moment dans tel pays. La série des lois mémorielles, depuis longtemps, pose un problème aux juristes, et moi ma position a toujours été constante, le Parlement n'a pas le pouvoir de faire l'histoire. La loi Guessot, ce qu'elle interdit, c'est la remise en cause du jugement rendu par le tribunal de Nuremberg, 13 000 qui étaient des Juifs de France. Donc la France, à cet instant, est liée par le respect qu'on doit à l'autorité de la chose jugée à Nuremberg. Donc l'interdiction de remettre en cause le jugement de Nuremberg est une interdiction qui repose sur le respect dû à l'autorité de la chose jugée. Alors comme moi j'ai un sens très grand de l'abstraction, de la déduction et de la pédagogie, on est en train de dire, en disant que la loi Guessot n'est pas touchée par l'anticonstitutionnalité de la loi sur le génocide arménien, qu'en fait ce n'est pas aux législateurs, c'est-à-dire aux politiques de dire l'histoire, mais par contre la loi Guessot, elle, est valide parce que c'est Nuremberg, c'est-à-dire un tribunal militaire. C'est-à-dire que ce que nous vend aujourd'hui un escroc comme Klarsfeld, c'est que finalement ce n'est pas aux politiques et aux législateurs de dire l'histoire pour le génocide arménien, mais par contre le militaire, lui, a le droit de lire l'histoire, hein, l'armée a le droit de dire l'histoire pour le génocide juif. Or, dans la hiérarchie de l'incompétence et de l'invalidité et de l'absence de sérieux historico-universitaire, il me semble, moi, que le militaire est encore au-dessus du politique. Ce qui veut dire que, si je veux bien résumer, le génocide arménien, on n'a pas le droit de criminaliser sa négation parce que le politique n'a pas à dire l'histoire, mais par contre, on peut criminaliser celui qui veut discuter de la réalité historique de la séquence 33-45 quant au génocide juif, mais ça, on n'a pas le droit d'y toucher, parce que si le politique n'a pas le droit de l'histoire, le militaire, lui, a le droit de la dire. Voilà. Donc il faut savoir aujourd'hui que le politique n'est pas un historien sérieux, mais le militaire, lui, oui. Voilà, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est une situation à la fois absurde, grotesque, qui bafoue l'intelligence, comme je dis sur le logos et la République. Et la question, c'est combien de temps va-t-on encore tenir sur ce cirque, cette mascarade qui insulte l'intelligence, la logique, l'histoire et la République. Voilà. Et la réponse, c'est combien de temps va encore durer cette domination obscène communautaire sur la France. Voilà, c'est la même question. Voilà. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hoenig, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York, là. Il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde. Nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir. C'est une mafia qui est quasiment criminelle. Et il ne manque que de courage politique. Ouais, mais vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidentiables aux États-Unis, a mis la main aussi sur la Banque centrale directement. Regardez simplement les nominés de la Banque centrale, qui est banquier central dans le monde aujourd'hui. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago. Non, c'est pas du tout l'école de Chicago, je dirais plutôt, c'est tous les banquiers centraux sont passés par Goldman Sachs. D'accord. Tous. Il y en a plein qui ne sont pas passés par Goldman Sachs. Si vous voulez, il y a aussi autre chose qu'il faut dire des États-Unis qui m'inquiète passablement. Et Dieu sait que j'ai été un soutien des États-Unis pendant très très longtemps, et je le suis encore. C'est l'extraterritorialisation du droit américain.
Les Américains ont décidé aujourd'hui qu'ils pouvaient appliquer leurs droits en dehors de chez eux, ce qui est une perte de souveraineté inimaginable pour les autres pays. On l'a très bien vu dans l'affaire de la BNP, qui, à partir du moment, si vous voulez, la façon dont ça se passait dans le temps... L'arbitrage, c'est ça L'arbitrage à l'américaine. Ben, c'est pas l'arbitrage, si vous voulez, c'est que d'un seul coup, les Américains ont décidé qu'ils pouvaient juger un individu extérieur qui servait du dollar parce que c'était américain ou une société, alors même que ce dollar était réparti à 2 personnes qui n'étaient pas aux États-Unis. On a vu des affaires qui sont passées comme ça. La BNP a ramassé une énorme claque là sur ce coup-là, et alors que c'était tout à fait inattendu. Donc d'un seul coup, ils ont décidé que puisque le dollar était américain, toute transaction qui avait affaire avec le dollar était automatiquement justiciable aux États-Unis. Ce qui est un abus de pouvoir et qui, à terme, met en danger le rôle du dollar. Les Américains exercent un pouvoir énorme car ils nous disent si vous ne le faites pas, vous serez interdit du dollar. Or, si vous êtes interdit du dollar, vous pouvez fermer. Donc, il y a un pouvoir américain exorbitant. Exorbitant, il est ce qu'il est, et je ne vois pas que ni l'Europe, ni le Japon, ni la Russie, ni la Chine puissent, dans un délai de 10 à 15 ans, contrecarrer ce pouvoir-là. Ils disent, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si on vous les ordres qu'on vous donne, vous êtes interdit de dollar. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes puni. Ils ne vous disent pas, vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix, puisque aujourd'hui, 80%, tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les États-Unis ont fourni le dollar comme une monnaie internationale, et l'arrangement qui existait à l'époque, qui était très simple, était de dire, la banque centrale du pays en question, d'un pays par exemple la France, vérifie que les transactions qui ont lieu en dollars entre 2 de ces entités, entre la France et le Soudan, entre la France est conforme à la loi française, et dans la mesure où elle est conforme à la loi française, nous n'avons rien à dire. Ils ont fait un reversement de charge de la preuve totale, il y a à peu près 7 ou 8 ans, il y a 7 ans, et ça a complètement transformé le monde. Donc qu'on ne me dise pas, ils ont tout changé, qu'on ne me dise pas que c'était comme ça avant, ça n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les Chinois sont en train de monter un truc avec une carte de crédit. Toutes les cartes de crédit à l'arrivée sont soldées aux États-Unis, puisqu'elles sont toutes américaines. Maintenant, vous pouvez avoir une carte de crédit qui est soldée en Chine, en renminbi. Mais avant, vous ne l'aviez pas. Donc, ils ont favorisé une position de monopole, et l'ayant favorisé, ensuite, ils l'exploitent à leur profit. C'est ce que j'appelle du banditisme. C'est qui rappellera des souvenirs à certains. Ce qui importe aujourd'hui, en quelque sorte, c'est de recréer le corps des officiers des affaires indigènes en France. Parce que si nous avons vraiment une bonne connaissance de ces diasporas, de ces ethnies, de leur origine, de leur histoire, nous allons pouvoir intervenir sur des bases concrètes et non pas sur des bases de déracinement du citoyen universel habitant le village terre. Donc cette idée est tout à fait intéressante, et ceci nécessite une approche ethno-historique. Parce que ces diasporas ne sont pas des diasporas déracinées, ce sont des diasporas qui mentalement sont rattachées à des lignées d'ancêtres. Parce que la grande définition ethnographique de l'Afrique, c'est que pour les Africains, les ancêtres sont présents. Même si nous avons affaire à des civilisations qui sont devenues chrétiennes, musulmanes. Ils sont, ces Africains, rattachés par la mémoire, par le sang, par la présence, par la magie, par le mythe, par l'héritage, par le souvenir. Ils sont rattachés à une lignée d'ancêtres. Donc, lorsque nous avons... Mon grand plaisir quand je suis dans les rues de Paris, que je croise un employé ou je prends le taxi avec un Africain, au bout de 2 minutes, j'ai situé sa région, son ethnie, et nous sommes frères. Nous sommes frères à par-delà toutes nos différences, mais nous sommes frères parce que nous nous reconnaissons en tant que gens enracinés, des gens avec une identité. Alors, ceci est fondamental. L'approche ne peut se faire que par une connaissance ethno-historique, ethno-politique, ethno-géographique. Ceci est fondamental. Alors, mon exposé aujourd'hui, c'est un exposé qui va être un peu décousu, parce que ce que je voudrais mettre en avant, puisque les spécialistes de la démographie ont commencé à exposer, et vont exposer les conséquences de ces variantes, de ces variables, de ces mouvements migratoires. Le sujet que je vais aborder, toujours dans ma spécialité d'ethno-historien, c'est pourquoi cette démographie africaine est devenue explosive. Et je vais aller au-delà de ces causes que nous connaissons tous,
colonisation qui a soigné les populations, le maillage médical, la fin des endémies, les vaccinations, etc. Oui, nous sommes d'accord. Mais ceci, c'est une approche, j'allais dire, qui est une approche presque journalistique. Pourquoi l'Afrique, qui était un continent de basse pression démographique, est devenu un continent de haute pression démographique? 100 millions d'habitants environ à la... Voilà, les Lugans, lui, il est là-bas, il ressemble à un Gaulois. Donc le jour où je suis parti à Lyon, j'ai dit voilà, je veux traiter du sujet suivant, la contribution des Noirs à la civilisation française. On a dit ok, on amène Bernard Lugan pour en finir avec ce nègre-là. Bon, on m'a dit il y a un certain Lugan qui fait du bruit. J'ai dit je ne le connais pas, mais en fait je le connaissais. Je voulais qu'il vienne. Vous savez ce qui s'est passé? Il a téléphoné pour dire qu'il était tombé malade brutalement. S'il vient, il ne va plus jamais s'amuser avec un nègre. Ah oui, on va parler de Mandela. Nelson Mandela, en 1963, comme si on était dans cette salle, il a été condamné à perpétuité, traité de terroriste, de poseur de bombes, comme l'accusation est en train de le faire pour moi. Je ne suis pas Mandela, je ne peux pas avoir cette prétention. Comparaison n'est pas raison, mais l'histoire nous permet de mieux appréhender le présent et de mieux scruter l'avenir du futur. Mandela a été accusé de terroristes, de poseurs de bombes. Et c'est 80 combien d'années plus tard qu'on est venu le célébrer. On lui a perdu 27 années de sa vie dans une cellule où on l'a maltraité. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Et pourtant on l'a célébré quelques années plus tard. Martin Luther King dont on parle. On lui jetait les chiens dessus pour que les chiens le mordent. Le traitant de tous les noms. Mais l'ONU le célèbre aujourd'hui. Vous allez me condamner certainement aujourd'hui, je ne sais pas. Mais un jour, l'histoire m'acquittera. Risque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou quand même que sous le vilain président Laurent Gbagbo, qu'on se plaît à présenter comme un dictateur, il n'y ait pas eu un seul camp de réfugiés dans toute cette région qui ait accueilli des Ivoiriens. Et sous le grand démocrate Ouattara installé à coups de bombe, vous ayez des tas de camps de réfugiés où se parquent des Ivoiriens. Madame la Présidente, Mesdames les juges, honorables membres de la Cour, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Vous savez, il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. C'est peut-être mon cas, Madame la juge. Je me trouve ici, à la Cour pénale internationale, à un moment où, à tort ou à raison, une certaine opinion accuse cette Cour de servir d'instrument pour des règlements de comptes politiques contre des leaders africains indociles qui seraient même déjà condamnés avant d'être jugés. Ce qui mettrait à mal la crédibilité, l'impartialité, l'indépendance de cette prestigieuse institution. Vrai ou faux, Madame la juge, je n'en sais absolument rien. Dans tous les cas, je suis déjà là. Et j'ai donc toute la latitude de me faire ma propre opinion à partir de ce que ce célèbre philosophe Edgar Morin a appelé l'intelligence expériencée. C'est-à-dire à partir de ce que je vais entendre, de ce que je vais voir dans cette cour. Mais rassurez-vous, la vérité n'ayant pas besoin d'espace pour s'exprimer, Madame la Présidente, c'est sans appréhension aucune, sans préjugé aucun, mais avec une confiance totale en cette Cour de justice, que je me retrouve devant vous ce 2 octobre 2014, pour que soit située ma responsabilité dans la crise qui a endeuillé mon pays. « 2 octobre
2002, 2 octobre 2014, cela fait exactement 12 ans que les Ivoiriens de toutes tendances confondues descendaient dans la rue, les mains nues, même si le procureur ne veut pas l'admettre. Le fait est têtu en histoire, c'était vraiment les mains nues. Pour dire non aux armes d'une opposition armée qui semait la désolation dans des familles, laissant sur la route qui les a conduits au pouvoir des orphelins, des veuves. Madame la Présidente, c'est nous qui sommes descendus dans la rue pour dire non à ces armes en 2002. Et simple coïncidence ou un signe du champ, mais c'est ce 2 octobre aujourd'hui que je me retrouve devant vous. Pourquoi on me traite d'assassin, de génocidaire? Pour que je sois jugé de crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, j'ai des précisions à faire. J'ai beaucoup de précisions à faire. Parce que cela fait plusieurs jours que je suis assis ici à écouter. Ce n'est pas facile, mais il faut l'admettre, ainsi va la vie. Ma première précision est la suivante. J'ai écouté ici, le premier jour, l'accusation dit « Blé Goudé a dit qu'il a l'Éternel des armées ». Madame la Présidente, vraiment, c'est ici à la haie que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc, avoir l'Éternel des armées est un crime contre l'humanité. Mais je ne savais pas. Que fait-on du fameux et célèbre psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi, c'est dans un livre saint. C'est pourquoi on m'a amené ici. Les charitables ont créé en plein centre de Paris cette soupe populaire. In Germany, the situation was becoming dangerous. Justement, à ce propos, je vais finir là-dessus, c'est important. Hier, France 2 nous a fait tout un cirque avec un numéro spécial Hitler, la montée en puissance d'Hitler, machin, bidule, etc. Mais moi, ce que je trouve absolument déplorable de la part de tous ces gens, c'est que ils nous expliquent la montée de Hitler politiquement, hein, mais ils oublient de mentionner quelque chose de très important. C'est la faillite monumentale d'une grande banque autrichienne qui s'appelle le Credit Anstalt et qui appartenait au Rothschild. Hein. Ça, on n'en parle pas. C'est très curieux. La faillite du Credit Anstalt a littéralement plongé les Autrichiens. D'abord, ils ont perdu leurs économies. Hein, il faut peut-être pas l'oublier. Et il faut pas s'étonner ensuite que les Autrichiens aient voté pour un mec qui lui dit il y en a ras-le-bol des Juifs, etc. Attention, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Mais pourquoi Hitler en voulait tant aux Juifs? Pourquoi il était parti dans cette espèce d'antisémitisme complètement féroce? C'est la banque Anstalt, la banque du Credit Anstalt. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Ça, c'est interdit. Ça, c'est très important, ça. Hein, le ras-le-bol des gens a fait que, effectivement, les extrêmes, hein, les extrêmes sont montés. Hein, et on ne peut pas comprendre la montée en puissance de Hitler sans parler de la faillite de Credit Anstalt. C'est quand même énorme. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, alors là, c'est très, très curieux, ça. C'est quand même énorme. C'est le truc qui a bouleversé l'Autriche. Hein, c'était des dizaines et des dizaines de milliers d'Autrichiens ont perdu leurs économies, quand même. Il faut pas l'oublier. Hein, voilà. Donc il faut quand même mettre les choses. Il faudrait quand même mettre les choses dans le les présenter normalement. Voilà. Hein, parce qu'on parle que de politique, mais on oublie l'économie et les banques. Et ça serait intéressant de faire la même émission sur la montée en puissance de Hitler en Autriche, en justement la mettant en parallèle avec la faillite du Credit Anstalt. Voilà. Je vous invite tous à aller lire tous les papiers. D'ailleurs, moi j'ai consulté un papier très intéressant qui a été écrit par un banquier de la BIS, hein, de la BAL de International Settlement, hein, le truc qui
qui effectivement met en parallèle la faillite de Credit Anstalt des années 30 avec la crise actuelle, avec celle de Lehman. C'est important. L'histoire se répète. L'histoire se répète, mais ce que je trouve absolument déplorable, c'est qu'on omette des détails aussi énormes aux Français. De toute façon, il y a de quoi. Les livres d'histoire ont été refaits. Ah oui, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est bien connu, mais quand même. Credit Anstalt, on ne peut pas passer à côté. Moi, j'en ai parlé, ça fait quand même 4 ans qu'on parle régulièrement de Credit Anstalt. On dit que c'est ce qui a déclenché la faillite en chaîne et la chute des banques, les unes après les autres, en Europe centrale quand même, que ce soit en Bulgarie, en Roumanie, en Allemagne, en Autriche, et de ce qui était à l'époque la Yougoslavie, et tutti quanti, c'était en Hongrie, c'était des faillites en chaîne, puisque c'était un effet Lehman. Et ils n'avaient pas de crédit dérivé, les mecs. Attends, ils n'avaient pas de crédit dérivé, leur bilan, il n'était pas maquillé comme celle des banques actuellement. Donc moi j'invite tous les auditeurs auditrices à regarder l'histoire de la Credit Anstalt, c'est très intéressant. Alors le cours, ça c'est la plus fantastique. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne trouve pas de mots pour qualifier assez péjorativement l'histoire de l'Holocauste. C'est vraiment la plus fantastique imposture. Et quand je dirais imposture, je dirais imposture dégradante, imposture immonde, que l'histoire nous a jamais présentée. Il y en a une autre, c'est la fameuse fuite en Égypte. Ils nous ont fait croire qu'ils ont fui l'Égypte et que le pharaon ne voulait pas les laisser partir. En réalité, c'est exactement le contraire. De Moyen-Orient, Moïse, qui avait été condamné pour meurtre, mais qui n'avait pas été exécuté parce qu'il avait rang de prince, et on l'a fait revenir pour s'occuper de prendre en main ces gens-là et les emmener ailleurs. Car ça, c'était le premier mensonge. Alors, ça a commencé par ce premier mensonge, n'est-ce pas? Et ça finit par l'Holocauste. Alors, mensonge énorme, mensonge inouï, mensonge au niveau du certificat d'études primaires. C'est très simple. J'aurais 6 millions. Commençons par 6 millions. 6 millions, c'est un pays comme la Suisse. Bien. Vous voyez la superficie de la Suisse? Bien sûr, 6 millions, on peut les mettre dans la moitié de la superficie de la Suisse, même dans le quart de la superficie de la Suisse, même dans le 8e. Imaginez un peu les dimensions du camp de concentration d'Auschwitz. Car c'est à Auschwitz que ça s'est passé, soi-disant. Ça ne tient pas debout. Premièrement, déjà, la superficie de 6 millions n'existe pas bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, s'il y avait 6 millions de gens exterminés, il y aurait des cendres. Il y aurait des milliers de tonnes de cendres. Parce que 5 millions de gens, ça en fait des cendres, croyez-moi. Il faut compter une grande boîte à carton par cadavre. Alors, vous voyez un petit peu 6 millions de boîtes en carton, ce que ça fait comme nombre de tonnes de cendres. Bien. Dans ces cendres, s'ils avaient été gazés, il y aurait automatiquement des traces d'acide cyanhydrique. On n'a jamais trouvé de cendres, on n'a jamais analysé les cendres, on n'a jamais trouvé d'acide cyanhydrique. Bien. Énorme, bien. Ces chambres à gaz auraient jouxté les faux crématoires. Le cyclone B est un gaz hyper inflammable et explosif. Imaginez un peu une chambre à gaz à côté d'un faux crématoire. Ça ferait un joli feu d'artifice. Bien. Bon. Le docteur Ra et le docteur Eli sont les gens qui dirigeaient la Guédèche. La Guédèche, c'est la grande fabrique qui fournissait le cyclone B. Ils ont eu un procès en 59, je crois. Ils ont dit tous les deux, en technicien, que les fameux gazages dont on a parlé étaient une imbécilité technique tout à fait impossible avec leur gaz. Et que leur gaz était utilisé par les services d'hygiène dans toute l'Allemagne depuis 1921. Il était destiné uniquement aux épouillages, c'est-à-dire à éviter cette chose tragique qu'il y a dans l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire le typhus. Bien. Voilà qui est sérieux. Bon. Tout le reste, c'est de la littérature, de propagande, abominable et complètement idiote. Le cyclone B, donc, ne peut pas faire ça. Le cyclone B, quand on se sert de l'acide cyanhydrique pour gazer les gens, il y a une chambre à gaz qui est extrêmement complexe, qui sert pour une personne, à la rigueur deux, mais surtout une personne, qui est très complexe et horriblement coûteuse. Tout le monde peut la connaître et la voir, c'est comme ça qu'on condamne les gens à mort aux États-Unis. Et il y avait un monsieur qui s'occupe de ces chambres à gaz aux États-Unis, qui s'appelle Leuchter, Fred Leuchter. Qui ne croit pas aux chambres à gaz. C'est pas qu'il n'y croit pas. On l'a envoyé comme expert, M. Tsundel l'a envoyé comme expert dans les chambres à gaz, à Auschwitz. Oui. Il a fait un rapport gros comme ça, où il a conclu qu'il n'y avait pas la moindre chambre à gaz. Alors, à ce moment-là,
La Pologne a demandé une contre-expertise, l'Autriche a demandé une contre-expertise, qui n'a fait que confirmer le rapport Leuchter, ce qu'on ne vous dit pas. Ah, Auschwitz, pardon. Et je vous dis, confirmé par les contre-expertises autrichiennes et polonaises. Donc, et alors ces documents, évidemment, ne sont pas... Ces documents sont connus, ils sont officiels, donc on peut en profiter, mais on n'en parle pas. La télévision est entre leurs mains, pourquoi voulez-vous qu'ils vous fassent connaître le procès de la Degesch ou la contre-expertise polonaise et autrichienne? Oui, c'est pour ça qu'ils ont supprimé depuis, je crois, 1977, tout débat concernant la polémique sur les mais bien sûr. Alors, que... la preuve par neuf, c'est la loi Guesso. Écoutez, a-t-on besoin d'une loi stalino-orwellienne pour propager la vérité? Je pose la question. Tout le monde nous répondra non. Par conséquent, si on a fait cette loi, ça prouve bien qu'il s'agit de mensonge. On n'a pas besoin de loi pour approuvir la vérité. La vérité, elle s'établit par les preuves et par les arguments. Et il y a autre chose. M. Forisson, le professeur Forisson de la faculté de Lyon, a demandé d'avoir un dialogue ouvert avec autant d'exterminationnistes qu'on voulait, un public aussi vaste qu'on voulait. On n'a jamais accordé à M. Forisson ce forum. Et on ne lui accordera jamais. Parce qu'on sait très bien qu'il a raison. C'est ce qu'a demandé l'abbé Pierre aussi récemment. L'abbé Pierre a demandé un débat aussi. Il avait demandé, on lui a refusé. Oui. On a fait semblant de l'accepter, mais on a refusé tout de suite après. Bien sûr. On ne parle plus de l'abbé Pierre. C'est le cousu de fil blanc. Mais tous les gens qui pensent un peu, ils savent très bien que c'est une connerie. Mais ils voient aussi tous les jours à la télévision, ça ressort. Vous ouvrez un journal, je vois le père Miquel, qui parle encore, le pseudo-historien Miquel, qui vous parle encore des civiliens et des Changas, des pauvres juifs, n'est-ce pas? D'ailleurs, je soupçonne d'être juif lui-même. Enfin, s'il ne l'est pas, ça aurait été pareil. Le zombie qui est écrit dans un journal, un journaliste, s'il veut garder sa place, il faut qu'il dise des conneries, sinon il ne la garde pas. Alors c'est très simple, n'est-ce pas? Oui, c'est comme un médecin qui guérit les malades. Il est radié. Ah oui, exactement. Exactement. Un médecin qui dirait que le système immunitaire est absolument zigouillé par la vaccination systématique, ce qui est élémentaire même pour un non-médecin. Mais non, celui-là, c'est la fin de tout. Oui. Voilà. Alors, voilà donc pour l'Holocauste. Est-il besoin d'insister? On peut aller plus loin dans les bouquins aussi et ailleurs. Je crois que ces vérités sont fondamentales. Ah, je vous signale qu'il y a eu tout de même à Lugano en Suisse, il y a eu une émission de 3 heures sur l'Holocauste avec exterminationnistes et révisionnistes, et que cette émission a eu un tel succès qu'elle a été reprogrammée le mois suivant. Ah bon? Et elle a attiré l'attention d'un journal italien qui s'appelle Storia Illustrata, qui a voulu ouvrir ses colonnes à Forisson. Ça n'a pas dû durer longtemps, parce que je vois immédiatement comment mes congénères ont dû procéder. Ils ont dû étouffer tout ça dans l'œuf. Je suis persuadé, personne ne connaît l'émission de Lugano. Pourtant, elle existe, on peut aller la voir, on peut aller en parler, etc. L'émission de Lugano. Émission de télévision, pas de radio, de télévision. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est le silence partout. Mais vous savez, je vais vous dire une chose effroyable. Je voyais hier un film à la télévision qui s'appelle la Mafia. C'est vraiment un véritable reflet de cette civilisation. Toute l'histoire est une histoire fausse, mais c'est pas l'intrigue c'est ce qui est raconté dans la synthèse. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai. C'est-à-dire les implications de la mafia et de la haute finance, comment les politiciens sont manipulés, tout ça, c'est la vérité. Et alors, vous avez là-dedans, écoutez-moi bien, le sommet du cynisme, vous avez là-dedans un financier qui joue tous les rôles, qui joue un des rôles les plus importants dans l'influence qu'il a sur tout le monde, qui s'appelle Espinosa. Espinosa est un nom typiquement juif, comme Spinoza, etc. Bien. Il est joué par Bruno Kremer, alors qui a exactement le physique du circoncis 8e jour. Vous voyez, l'immense nez, le pragmatisme, l'œil sans sentiment, est typiquement un circoncis 8e jour. Alors Bruno Kremer jouant ce rôle, c'est parfait. Et voilà ce qu'il dit à un moment du film. Écoutez bien. La haute finance, la grande criminalité, la politique, la drogue, c'est cela le pouvoir. La corruption, c'est l'huile dans l'engrenage de démocratie. Nous dirigeons tout. Dans la mafia. Bonsoir, vous êtes dans Découverte. Nous vous écoutons. Ah
C'est à vous. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô, je suis Robert Forisson. Ah, voilà. Nous vous écoutons, monsieur Forisson. Je déplore de n'avoir pas été invité à votre émission. C'est pas faute d'avoir essayé de vous inviter, monsieur Forisson. Pardon? C'est pas faute d'avoir essayé de vous inviter, monsieur Forisson. Vous ne m'avez nullement invité, monsieur. On vous a téléphoné depuis ce matin et il a été impossible d'obtenir une invitation. Alors, Bref, écoutez, nous n'allons pas perdre... je suis obligé, je ne perdrai pas de temps, j'opposerai un démenti formel et méprisant à vos allégations. Nous avons essayé de vous joindre, ce n'est que par l'intermédiaire de votre demande sœur, pardon, en fin d'après-midi, monsieur. Vous savez que nous très avons pu bien, vous joindre. vous savez très bien que j'habite en province et que Justement. je ne peux pas venir au débeauté. Bon, arrivons tout de suite au sujet. En tout cas, s'il vous l'essentiel, plaît. c'est que vous puissiez vous exprimer, ce qui est... Arrivons tout de suite au sujet et au cœur du sujet. Monsieur Vidal-Naquet a eu le front de dire qu'il existait une expertise de l'arme du crime, c'est-à-dire des prétendues chambres à gaz d'Auschwitz et de Birkenau. J'oppose le démenti le plus formel. Ce qu'il a existé, c'est ceci. Le juge d'instruction polonais Jan Zen a confié à l'Institut d'expertise judiciaire de la rue Copernic à Cracovie l'étude de 25 kilos et demi de cheveux ainsi que d'objets métalliques mêlés à des cheveux et 6 fermetures en zinc censées provenir de ce qu'il appelait la chambre à gaz du crématorium 2. Il existe, alors bien entendu, on a trouvé des traces d'acide cyanhydrique, ce qui n'a rien de surprenant. Figurez-vous que les cheveux, il faut les désinfecter. On les désinfectait précisément au Zyklone B, qui est un produit qui a été inventé au début des années 20, qui était encore en usage il y a quelques années dans le monde entier. Ensuite, eh bien, je constate qu'il a existé un institut d'expertise à Cracovie qui n'a pas expertisé l'arme du crime. Parce que s'il y avait eu la moindre expertise, on aurait pu constater, comme l'a fait Freidleuchter, que on aboutit à des impossibilités physiques et chimiques, architecturales, topographiques, documentaires, qui crèvent les yeux. Ce que l'on vous fait visiter, soit comme chambre à gaz dite d'origine, soit comme ruine de chambre à gaz, et des ruines c'est parlant, eh bien c'était en réalité des chambres froides et nullement conçues de sorte que l'on puisse avoir l'herméticité nécessaire, le système d'évacuation nécessaire. On n'entre pas comme cela dans une chambre à gaz où vous auriez eu une centaine ou des milliers de corps cyanurés. Vous ne le pouvez pas. C'est une impossibilité fatale. Monsieur Forisson, je crois que monsieur Vidal-Naquet vous écoute. Je ne sais s'il souhaite vous répondre. Et ce que je peux dire, c'est qu'il avait l'air accablé en vous écoutant. Il n'est absolument pas question de dialoguer avec monsieur Forisson pour des raisons que Chaunu a parfaitement expliquées tout à l'heure. On ne peut dialoguer, et je réponds en même temps à l'ancien déporté de Buchenwald, on ne peut dialoguer qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs et les mêmes méthodes scientifiques d'approche. Monsieur Forisson, sans le chercher, a purement et simplement confirmé ce que j'ai dit, à savoir qu'une expertise avait été faite et dans des conditions parfaitement correctes. Je n'ai rien à ajouter. Alors, monsieur Forisson, s'il vous plaît, un auditeur souhaitait déplorer votre absence sur l'antenne. L'expertise des chambres à gaz, c'est complètement faux. Et ce que je suggère, pour être positif et pour qu'on se tourne vers l'avenir, je propose, comme l'a fait Freidleuchter et comme l'historien Henri Amouroux le souhaite, je propose la constitution d'un comité international d'experts pour enfin expertiser l'arme du crime. Alors, monsieur Forisson, un auditeur ancien déporté souhaitait déplorer votre absence sur l'antenne et voulait dialoguer avec vous. Il est toujours au téléphone, en direct. Nous vous écoutons, monsieur. Je pense que vous êtes toujours là et que monsieur Forisson vous écoute. Ce que je peux dire, c'est que je déplore vraiment l'absence du professeur Forisson parce que... Mais non, il est au téléphone et il vous entend. Oui, mais j'aurais aimé qu'il puisse être là et défendre. Eh ben alors, écoutez, très honnêtement, la radio, ça sert à ça. Vous pouvez lui poser les questions que vous vouliez lui poser. Alors, ce que je vais lui dire, professeur Forisson, je m'appelle Philippe Lausier, je viens d'intervenir sur l'antenne, et je voudrais que vous me disiez s'il y avait à votre avis, s'il y avait des chambres à gaz à Buchenwald. Parce qu'étant donné que je suis un ancien de Buchenwald, j'ai également mon point de vue sur la question. Tout le monde sait qu'il n'y en avait pas. Alors, je vous demande pardon. Non, attendez, là, c'est Pierre Vidal-Naquet qui je vous demande pardon. Il y a abondance de témoignages pour des chambres à gaz, de prétendues chambres à gaz à Buchenwald, à Dachau et dans d'autres camps,
vous le savez très bien, nous avons des témoignages qui paraissent bouleversants et précis, et on s'est aperçu, après coup, eh bien qu'il n'y en avait pas du tout. On nous a fait cette concession pour Buchenwald et Dachau, il va falloir la faire pour Auschwitz également, car vous n'avez absolument aucune preuve matérielle. Au contraire, vous avez ce que l'on appelle des témoignages. Or, ces témoignages, eh bien, je regrette, c'est comme si on témoignait que 2 et 2 font 5 à un endroit donné, c'est absolument impossible. Vous avez des impossibilités physiques et chimiques. Et c'est bien simple, le tribunal lui-même, devant lequel les associations juives m'ont traîné, eh bien, le tribunal lui-même, la Cour d'appel de Paris, a été obligé d'admettre, alors je vous demande de bien retenir ces mots, la valeur des conclusions défendues par M. Forisson sur le problème des chambres à gaz relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. Le donc s'explique de la façon suivante. Ça veut dire qu'il ne vous donne pas raison, ça veut dire qu'il renvoie éventuellement devant une autre juridiction. Non, monsieur, pas du tout. Ils m'ont donné raison sur ce point en disant que puisqu'il n'y avait chez moi aucune trace, ni de légèreté, ni de négligence, ni d'ignorance délibérée, ni de mensonge, il leur fallait tirer cette conclusion. Alors, monsieur notre auditeur qui est déporté à Buchenwald. Alors, pour ce qui est de... Non, monsieur l'auditeur souhaite pouvoir oui, vous répondre. Non, ce que je peux dire, c'est qu'à Buchenwald, j'ai commencé là, et puis j'ai été dans d'autres camps. J'ai passé d'abord au début donc 6 mois à Buchenwald, et ça, je peux affirmer qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Buchenwald, au moins ou quand j'y étais. Mais il y a des témoignages pour le dire, n'est-ce pas? Or, tout le monde reconnaît aujourd'hui, comme le dit Vidal-Naquet, tout le monde aujourd'hui reconnaît de guerre lasse, finit par admettre qu'il n'y en a pas eu. Non, mais monsieur, je peux vous donner un témoignage bouleversant sur la chambre à gaz. Elle peut émaner d'un aumônier catholique, d'un pasteur protestant, et c'était complètement faux. Bon, alors la suite du témoignage de monsieur Lausier, alors. Non, ce que je peux dire, c'est qu'à Buchenwald, il n'y avait pas de chambre à gaz. À l'époque où j'y étais, il n'y en avait pas. Et je n'ai même jamais entendu parler de chambre à gaz. Seulement lorsque je suis retourné à Buchenwald en pèlerinage, j'ai vu une chambre à gaz, c'est-à-dire j'ai vu une pancarte. Alors j'ai appris depuis par d'autres camarades déportés qu'on avait supprimé la pancarte, et que maintenant on dit oui, ici il y avait une chambre à gaz, mais elle n'a jamais servi. Donc en ce qui concerne Buchenwald, je considère que c'est une grosse blague, pour ne pas dire un mensonge, parce que je n'aime pas dire d'insultes et d'injures. Je garde les gros mots pour d'autres cas. Alors vous déportez, qu'en est-il de la réalité des chambres à gaz? À vous entendre? En ce qui concerne monsieur, je vais vous dire, j'ai commencé à Buchenwald, j'ai passé 6 mois. À Buchenwald, il n'y avait pas de chambre à gaz. Ensuite, j'ai été dans différents commandos, puis j'ai été libéré à Allach. Allach est un camp à côté de Dachau, et c'est dans la banlieue de Munich. À Allach, il n'y avait pas de chambre à gaz. Et à Dachau, il n'y avait pas de chambre à gaz. Ceci est mon témoignage formel. J'étais dans ces 3 camps, je les ai vus, je me suis baladé à Dachau après la libération. Et il n'y avait pas de chambre à gaz. Maintenant, en ce qui concerne l'Auschwitz, je n'étais pas. Je ne peux rien dire. Seulement si l'histoire est de même farine, alors là, je ne sais pas. Bon, témoignage, vous vous dites monsieur ancien déporté. Ah, je me dis, voilà, mon habitude, c'était le 69 Nous vous avons entendu comme tel. Nous devons marquer une dernière pause dans ce découverte. On se retrouve dans un instant. Découverte sur Europe 1. Olivier Drinkin. Découverte, les historiens face au révisionnisme. Cette fois-ci, c'est monsieur Henri Roch, qui est l'un des historiens taxés de révisionnisme, qui est en ligne. Monsieur Roch, je peux déjà vous dire que Pierre Vidal-Naquet ne souhaite pas discuter avec vous. Vous pouvez néanmoins poser une question ou apporter un mot d'éclairage. D'un mot, car il est presque 18h55. Ah oui, mais un mot, c'est un peu court, monsieur. Écoutez, on a entendu monsieur Forisson longuement. Vous allez me dire que vous avez essayé de m'appeler toute la journée. Ça correspond exactement à la réalité, puisque nous vous avons eu dès que vous êtes rentré chez vous, monsieur Roch. Bon, attends, on n'a pas perdu. Alors d'un mot, car il est 55. Je vais dire comme le professeur Forisson. Bon, moi j'ai soutenu une thèse le 15 juin 1985 à Nantes, et dans des conditions parfaitement régulières d'ailleurs. Et voilà quelle était ma démarche intellectuelle, si vous voulez. Le 21 février 1979, dans le journal Le Monde... Non, écoutez, Henri Roch, nous n'avons pas le temps de refaire l'historique de ce qu'on a appelé l'affaire Roch. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Sommes au terme. Non, vous me posez des questions. Non, c'était vous, éventuellement, qui pouviez poser une question, puisque sur le sort qui est réservé aux universitaires tenant du révisionnisme. Attendez. Je pose une question aux messieurs qui sont là. Dans quel camp y avait-il des chambres à gaz homicides? Car il n'y en avait pas partout. Alors, j'attends, c'est une question primaire, très simple, il suffit
de donner quelques noms. Bon, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que Pierre Vidal-Naquet peut répondre? Est-ce que dans les... Je ne réponds pas Henri Roch, je m'adresse au public. Qui peut avoir été perturbé d'ailleurs par l'appel précédent qui confirmait qu'à Buchenwald, il n'y avait pas Il n'y avait pas de chambre à gaz à Buchenwald. À Dachau, à ma connaissance, on a construit une chambre à gaz in extremis. Elle n'a pas fonctionné, du moins à ma connaissance. Ce qui rappellera des souvenirs à certains. Ce qui importe aujourd'hui, en quelque sorte, c'est de recréer le corps des officiers des affaires indigènes en France. Parce que si nous avons vraiment une bonne connaissance de ces diasporas, de ces ethnies, de leur origine, de leur histoire, nous allons pouvoir intervenir sur des bases concrètes et non pas sur des bases de déracinement du citoyen universel habitant le village terre. Donc cette idée est tout à fait intéressante et ceci nécessite une approche ethno-historique. Parce que ces diasporas ne sont pas des diasporas déracinées. Ce sont des diasporas qui mentalement sont rattachés à des lignées d'ancêtres. Parce que la grande définition ethnographique de l'Afrique, c'est que pour les Africains, les ancêtres sont présents. Même si nous avons affaire à des civilisations qui sont devenues chrétiennes, musulmanes. Ils sont, ces Africains, rattachés par la mémoire, par le sang, par la présence, par la magie, par le mythe, par l'héritage, par le souvenir. Ils sont rattachés à une lignée d'ancêtres. Donc, lorsque nous avons, mon grand plaisir quand je suis dans les rues de Paris, que je croise un employé ou je prends le taxi avec un Africain, au bout de 2 minutes, j'ai situé sa région, son ethnie, et nous sommes frères. Nous sommes frères à par-delà toutes nos différences, mais nous sommes frères parce que nous nous reconnaissons en tant que gens enracinés, des gens avec une identité. Alors, ceci est fondamental. L'approche ne peut se faire que par une connaissance ethno-historique, ethno-politique, ethno-géographique. Ceci est fondamental. Alors, mon exposé aujourd'hui, c'est un exposé qui va être un peu décousu, parce que ce que je voudrais mettre en avant, puisque les spécialistes de la démographie ont commencé à exposer, et vont exposer les conséquences de ces variantes, de ces variables, de ces mouvements migratoires. Le sujet que je vais aborder, toujours dans ma spécialité d'ethno-historien, c'est pourquoi cette démographie africaine est devenue explosive. Et je vais aller au-delà de ces causes que nous connaissons tous, la colonisation qui a soigné les populations, le maillage médical, la fin des endémies, les vaccinations, etc. Oui, nous sommes d'accord. Mais ceci, c'est une approche, j'allais dire, qui est une approche presque journalistique. Pourquoi l'Afrique, qui était un continent de basse pression démographique, est devenue un continent de haute pression démographique? 100 millions d'habitants environ à la... Cette société se veut une organisation philanthropique. Vous n'avez pas entendu, là, vous avez ri. Je peux faire des faces, mais je ne suis pas obligé de rire. Publiquement, écoutez bien, publiquement, cette société se veut une société philanthropique. Messieurs, dames, il faut que vous vous déshabilliez de votre naïveté. Nous sommes naturellement naïfs. Si quelqu'un nous dit qu'il travaille au nom du bien, on donne son sang. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'ils étaient axés sur les bonnes œuvres et ils prônent des valeurs justes et des valeurs morales. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Dans le livre The Lost Keys of Freemasonry, ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les francs-maçons sont des druides. Oh là là! Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres
dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leur Dieu. Tout en bas, au ras du sol, côtoyant les rigoles et le caniveau, le peuple, autrement dit les masses laborieuses qui sont nous, avec leur lot d'emmerdes quotidiens et qui croient encore à l'illusion de la démocratie et à la mascarade de l'élection. Au-dessus, les gouvernements qui possèdent le monopole du pouvoir, qui l'utilisent pour nous taxer, nous contrôler comme du bétail. Au niveau supérieur, les grandes entreprises, les multinationales qui contrôlent les gouvernements et dirigent réellement le monde. Financement des campagnes et corruption de la classe dirigeante par le pouvoir de l'argent, pour leur seul profit. Sans elles, les politiques et les partis n'existeraient pas. C'est ce qu'on appelle la corporatocratie. Pour prendre possession des ressources mondiales et contrôler les marchés, ces grandes entreprises se financent auprès des grandes banques, le cartel bancaire, Wall Street, la City, qui leur prêtent à des taux préférentiels au détriment de l'emploi et des salaires. Au-dessus, les banques centrales internationales, BCE, la Fed, détenues par des capitaux privés, qui impriment la monnaie papier et dictent leurs lois aux nations. Ce sont elles qui imposent le taux de réserve fractionnaire aux banques commerciales qui nous font payer des intérêts sur de l'argent créé ex nihilo. La BCE est totalement indépendante et a pour seule mission de réguler l'inflation. Et l'inflation se paye en chômage. Au-dessus encore, à un niveau international, les banques centrales utilisent le FMI et la Banque mondiale pour créer plus d'argent et exploiter les ressources des pays auxquels elles prêtent, les conduisant à la faillite et à l'anéantissement, au nom de l'équilibre monétaire international. Sous prétexte de les sauver, elles imposent leurs lois, les lois du marché, pour le profit d'une petite élite sans scrupules, au détriment des peuples qu'elles saignent à blanc, avec le soutien des politiques et des médias subordonnés. À l'avant-dernier niveau, la Banque centrale des banques centrales, la BRI, la Banque des règlements internationaux, créée par les Rothschild, qui contrôle toutes les banques centrales internationales. Au dernier niveau, tout en haut, juste sous l'œil qui domine le monde, une petite élite oligarchique réduite aux seules familles des Rothschild, cartel bancaire, et des Rockefeller, complexe militaro-industriel, assises sur leur bon gros tas d'or et qui regardent sombrer les peuples dans une extrême pauvreté en se tapotant le bas du ventre avec la satisfaction du devoir accompli. Ils poussent des cris de félicité et de suffisance en tirant sur leurs bretelles. Pof, pof, bruit de la fumée du cigare au prix incalculable qui s'échappe de la bouche de ces hyènes insatiables des ténèbres. Et tout en haut, au niveau de l'œil qui veille sur le monde, ces familles, membres des Illuminati, une organisation secrète née en 1970-76, à l'initiative de Meyer Amschel Rothschild, qui aurait convoqué Adam Weishaupt, afin de restaurer l'ordre des Illuminés de Bavière, affirment certains, œuvrent dans l'ombre depuis des générations pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial et l'anéantissement des peuples de ce monde à leur seul profit. Africanistes sans exception pontifient et enseignent sur les tribus nègres sans connaître une seule langue africaine. Je vous parle d'expérience. Un africaniste enseignait aux langues zo ma langue. Je me suis introduit par effraction dans la salle. C'est une anecdote. Je me suis introduit dans la salle. Et j'ai vu que, en fait, il avait en tout et pour tout 2 ou 3 proverbes. Et il brodait tout le temps autour, en faisant des histoires nègres pour faire rire les gens. Donc à un moment, j'ai levé la main. Il a demandé, présentez-vous, s'il vous plaît. Bon, j'ai donné un faux nom. À ce moment-là, il m'a dit, bon, et on est presque à la fin, et dépêchez-vous. J'ai dit, ça va être très rapide. J'ai mis, je suis parti au tableau, ça l'a inquiété, il rougissait. J'ai mis au tableau une phrase dans ma langue. C'est-à-dire ce qu'on appelle une expression idiomatique, qu'on ne peut pas traduire même mot à mot. Donc j'ai mis une colle en avant. Et j'ai dit, voilà, je souhaiterais bénéficier de la sagacité du grand spécialiste de la civilisation du Dahomey. Il a commencé à tourner en rond, en disant, oui, mais pourquoi vous mettez ça dans cette langue-là? D'abord, c'est quelle langue?
pouvez être spécialiste de la civilisation française, allez pontifier à la Sorbonne en ignorant les rudiments de la langue française. C'est de l'imposture, ça. Mais ils sont spécialistes en Afrique. Madame Perrault est spécialiste en Côte d'Ivoire, sans connaître la moindre langue. Et il y en a un au Rwanda. Et ils sont nombreux comme ça. Voilà, les Lugans, lui, il est là-bas, il ressemble à un Gaulois. Donc, le jour où je suis parti à Lyon, j'ai dit, voilà, je veux traiter du sujet suivant. La contribution des Noirs à la civilisation française. On a dit, ok, on amène Bernard Lugan pour en finir avec ce nègre-là. Bon, on m'a dit, il y a un certain Lugan qui fait du bruit. J'ai dit, je ne le connais pas, mais en fait, je le connaissais. Je voulais qu'il vienne. Vous savez ce qui s'est passé? Il a téléphoné pour dire qu'il était tombé malade brutalement. S'il vient, il ne va plus jamais s'amuser avec un nègre. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre que ce sont des imposteurs qui nous donnent des thèses de doctorat. Ils nous donnent des thèses de doctorat parce qu'ils sont des imposteurs. Et comment ils procèdent? Ils vont en Afrique, ils trouvent des informateurs, ils leur donnent des miettes. Et les informateurs leur donnent dans nos langues quelques rudiments. Et après, ils brodent ici. Oui. Donc, des imposteurs doublés d'escrocs. Et j'ajoute une dernière chose. Ils sont racistes, tous, parce qu'ils ont les idées de Gobineau. Ils vous sourient comme ça. Ils s'amusent avec vous. Mais leur finalité, c'est le génocide culturel, qui est le prélude au génocide physique. C'est pour ça qu'ils sont là. Et ils sont en même temps conseillers au culte de nos présidents. Ils sont des politiciens en plus, et doublés d'espions, parce que la plupart d'entre eux sont membres de la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français dans nos pays. Vous voyez? Donc tous les nègres qu'ils présentent comme leurs disciples, ce sont des nègres qui travaillent dans ces cercles-là, et pour leur intérêt exclusif. Donc il faut comprendre que cette question de l'afrocentrisme, elle est apparue dans un contexte particulier. Après les résultats du colloque du Caire, les spécialistes des études africaines ou afro-américaines, confrontés aux exigences d'un débat scientifique et technique, où on ne peut plus tricher, là, il faut faire preuve de compétence. Cheikh Anta Diop parle d'archéologie préhistorique, eh bien, il faut connaître l'archéologie préhistorique. Cheikh Anta Diop parle de datation, radiocarbone, il faut être physicien. Cheikh Anta Diop parle d'égyptologie, eh bien, on y va. Cheikh Anta Diop parle de la Grèce, il faut être helléniste. Donc, comme il voit pour la première fois des nègres qui maîtrisent une certaine pluridisciplinarité, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ne pouvons pas contredire ces noirs, c'est-à-dire les Obenga, les Cheikh Anta Diop, les Moussalam, etc. Ne pouvons pas les contredire, n'est-ce pas? Donc, je vais résumer en disant que le débat a atteint un tel niveau qu'on ne pouvait plus se contenter des vieilles recettes de l'africanisme eurocentriste. Il fallait maintenant entrer techniquement dans le débat en maîtrisant des compartiments de savoir, n'est-ce pas, etc. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé la parade. La parade, c'est quoi? Ça s'appelle une stratégie de la diversion et de la distraction. C'est-à-dire, quand tu veux éviter un terrain où tu risques de t'enliser, tu crées maintenant, de toutes pièces, un fantasme, un objet fantasmatique. Et cet objet fantasmatique, c'est le racisme à rebours de l'homme noir. Tu vas enrober tout ça d'idéologie, tu vas appeler ça l'afrocentrisme. Et tu vas dire maintenant que la menace pour l'institution universitaire, c'est l'intrusion d'une idéologie pire que le nazisme et le fondamentalisme musulman. Ce qui te permet de réaliser deux choses en même temps. Premièrement, tu échappes au débat technique, ce qu'il voulait en fait, c'est esquiver le débat technique. Deuxièmement, provoquer un dispositif d'isolement autour des thèses qui te dérangent. Et à partir de là, maintenant, tu vas politiser les choses. Donc, la technique de la diversion et de la distraction, c'est une technique qui est éprouvée dans les milieux pseudo-scientifiques politisés. Ce n'est pas des chercheurs, ce sont des politicards
Ce sont des gens qui sont là pour dominer l'Afrique. Ce sont des gens qui tirent leur fonds de commerce de la marginalisation de l'Afrique. Ce sont des gens qui détestent l'Afrique. C'est-à-dire que l'objet même de leur propre recherche, c'est un objet qui entraîne chez eux une répulsion épidémique. C'est ça le fond du problème. Comment pouvez-vous vous accoquiner avec des gens qui ne vous aiment pas? Vous voyez, c'est ce que j'appelle maintenant, si vous voulez, la dimension anti-nègre sous-jacente du discours africaniste. L'africanisme est incompatible avec le respect du nègre. Parce que c'est une idéologie qui est née dans la période de l'esclavage. Quand on va vous dire les racines nourricières de cette idéologie, vous allez comprendre tout de suite. Il y a d'abord, il y a 4 sources qu'il faut connaître, que vous devez connaître. La première, ce sont des sources théologiques. C'est-à-dire que l'idéologie dit que l'homme noir, d'après les textes sacrés, est un être maudit. Donc j'appelle ça la thématique du nègre maudit. Et c'est même pas une créature adamite. C'est une créature pré-adamite, sortie directement de l'arche et confondue avec les animaux démonologiques. D'où justement la représentation iconographique avec des cornes, tout ça. C'est pas un hasard. La première fois qu'on a défendu cette thèse, c'est dans 2 livres. Le premier s'appelle le Midrash Rabbah. Le deuxième s'appelle le Bereshit Rabbah. Voilà. Et ce sont des commentaires rabbiniques, des textes de Esdras que vous appelez l'Ancien Testament. Le deuxième point, qui est non moins important, c'est ce que j'appelle... D'ailleurs, ce sont les avatars de cette idéologie qu'on retrouve dans la littérature patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église. C'est toujours le nègre maudit. Hein? Dans la littérature de certains historiens arabes, Waben Mounabi, Ibn Ishaq, même Ibn Khaldoun et autres. Bien. Ensuite, il y a la thématique maintenant de nègre sauvage. Ça, c'est l'ethnologie qui a inventé ça. Pour dire que le noir a une mentalité prélogique, sui generis, et que le cerveau du noir ne fonctionne pas comme les autres êtres humains. Ce sont les avatars de cette théorie que Senghor va sanctifier dans ses travaux, plus tard, par cette dichotomie de l'émotion. Hein? Mais il n'a pas dit la raison n'est pas nègre. Il a été plus vicieux que ça. Il a dit la raison nègre est intuitive, pas participation. Et la raison hélène est analytique, pas utilisation. Donc il en résulte que seul l'homme blanc peut faire la science. Le noir fait la musique. Il danse bien. D'ailleurs, il est imbattable là-dedans. D'accord? Mais il ne faut pas dire que les noirs ont inventé une science, quand tu as dit, arrête. Ça, c'est ça, l'idée. Ce sont des formes de théorie de Lévi-Brûle. Lévi-Brûle, sur la mentalité primitive. Tous ces auteurs-là. Ensuite, il y a la théorie raciologique. C'est-à-dire le nègre inférieur congénitalement. Cette fois-ci, on veut montrer qu'il y a chez le noir, dans sa race même, d'accord, des choses qui font qu'il ne peut jamais être un être civilisé. D'où un ouvrage intitulé Les non-civilisés et nous. C'est un livre, c'est le titre d'un livre. Il y a toute la... Les non-civilisés et nous. Et c'est le nous qui est expressif. Le nous. C'est qui le nous? Eh oui. Les non-civilisés et nous. Hein? Alors, les théoriciens, les théoriciens, c'est Gobineau, Vacher de la Pouge, hein, Glumpovitz et tout ça. Hein? Glumpovitz a écrit La lutte des races. Hein? Gobineau a écrit de l'inégalité des races humaines. Vacher de la Pouge a écrit sur les peuples inférieurs. Et nous. Donc, vous voyez très bien, à partir de là, comment l'épistémologie des sciences sociales et humaines, qui n'ont jamais été déconstruites ou décolonisées à nos jours. Quand vous voyez Brodel, il reprend Hegel. Donc, le dernier point, c'est les philosophes maintenant, qui entrent en ligne de compte et qui disent que le nègre ne peut pas systématiser la pensée. Le nègre ne sait pas ce que ça veut dire, hein, les principes qui sont à la base de la logique. Il ne connaît pas. Ça, c'est Hume qui dit ça. C'est Kant, c'est Hegel et un certain nombre de philosophes, souvent des Allemands, mais beaucoup de Français aussi. C'est ce qu'on ne sait pas. Donc, ce que je veux dire ici,
c'est que chaque fois qu'on dit que nous sommes dans l'afrocentrisme, c'est ça qu'on charrie. Alors, on veut qu'on se taise face à ça. Hein? Puisque vous savez bien comment ça fonctionne. Dans la recherche scientifique, il y a ce qu'on appelle les paradigmes institués, qui sont normatifs. D'accord? C'est-à-dire que si vous sortez de ces normes, d'accord? Ça veut dire que vous sortez de l'institution en même temps. Or, aucun enseignement n'est possible si cet enseignement ne pénètre pas les institutions. Vous voyez? Ici en Europe, il a fallu des siècles pour sortir de la scolastique, c'est-à-dire le fait de travailler uniquement à partir de la Bible. Certains ouvrages étaient interdits. Lorsque Giordano Bruno a eu ses intuitions scientifiques, mais on l'a tué. C'est récent ça. Hein? On tuait les gens. C'était une chasse aux sorcières qui touchait tous les savants. Donc en Afrique, imaginez un instant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Afrique, c'est ceci. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et ça, c'est la vraie vision de Cheikh Anta Diop. Il n'y a pas une science africaine qui serait l'ethnologie nègre. Ça n'existe pas. C'est une invention des Occidentaux. Il n'y a pas l'âme des Bambara, l'âme des Dogons, l'âme des Yoruba, l'âme de ceci. Et la science consisterait à étudier les flux et les reflux des âmes des Dogons. Ça, c'est des dogonneries, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. C'est des pseudosciences, ça, qui permettent justement de dominer l'Afrique. D'empêcher l'homme noir de sortir du ghetto, hein, de la mythologie et de l'émotionnel. Et on va même jusqu'à dire aux nègres, mais vous avez inventé quelque chose de plus grand même que la technologie et la science. Parce que ça, c'est l'affaire des Blancs. Vous avez inventé la magie et la sorcellerie. Hein? Vous êtes même capable, vous-même, de vous transformer en un insecte. Vous, les nègres africains. Ce que nous avons dit également, le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie importée en Afrique. Ça, c'est dans Civilisation Babari, c'est pas moi qui le dis. Cheikh Anta Diop dit, chaque fois que l'Africain veut accéder à la maîtrise des sciences et des techniques, on lui objecte qu'il est en train d'introduire en Afrique des idéologies importées. Vous comprenez? Donc les idéologies qui ne sont pas importées, c'est l'apanage de tous les autres peuples. Les Chinois, ils font la science, les techniques, mais dans leur langue. Mais les Africains doivent faire l'ethnologie, hein, ou l'anthropologie. Mais comment peut-on donner l'appétit intellectuel à une jeunesse en lui proposant de soutenir des thèses dont l'intitulé c'est « Le rituel des coupeurs de tête chez les Massa Moussa ». Ça veut dire quoi? Et il a un doctorat, il va enseigner. Hein? Cheikh Anta Diop avait horreur de ça. Quand on dit que les Africains doivent se reconnaître dans des sciences nègres, des sciences à nègres, l'ethnologie, les dogonneries, Cheikh Anta Diop se fâchait tout de suite. Il dit, mais comment pouvez-vous être tombé comme ça dans le non-sens scientifique? Cheikh Anta Diop était un savant pluridisciplinaire exigeant, qui savait que toutes les sciences sont sorties de la vallée du Nil, et que ces sciences ont été ensuite diffusées dans la Méditerranée septentrionale et dans la Méditerranée orientale. Donc il n'y a pas d'idéologie importée. Ce qu'on appelle les idéologies importées en Afrique, ce sont tout simplement l'acclimatation en Europe de conceptions africaines brouillées et dénaturées. Donc le platonisme, hein, c'est une doctrine égyptienne profanée et dénaturée, selon Cheikh Anta Diop. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop n'avait pas de complexe vis-à-vis des Grecs. Jamais Cheikh Anta Diop ne citait les Grecs comme des modèles. Il parle de plagiat concernant les Grecs. Il dit, mais Pythagore est un plagiaire. Platon est un plagiaire. Eudoxe est un plagiaire. Hein? Tous sont des plagiaires. Ça veut dire qu'ils ont pris des thèses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils créent même des difficultés à la pensée occidentale en taisant leurs sources. Parce que quand vous voyez les obscurités de Platon, vous ne pouvez pas les étudier dans le cadre de la vision occidentale de l'homme et de l'univers. C'est le cas
du démiurge qu'il a introduit dans le Timé et dans d'autres dialogues. Donc c'est pareil pour Hippias majeur. Hein? C'est pareil pour tous les dialogues de Platon d'une manière générale. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que il faut arrêter aussi de mettre l'Africain dans le cadre d'une pensée prélogique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est ça qui est le corollaire de toutes les thèses où on dit que l'Afrique n'a pas d'écriture. Hein? Il y a des écritures, mais on dit que l'Afrique est orale par essence. Donc quand on veut parler de littérature, on trouve que le terme est indécent pour l'Afrique. Alors on invente un néologisme qu'on appelle l'oraliture. C'est ça qu'on enseigne au Bénin, département d'oraliture. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il y a des professeurs d'oraliture qui enseignent l'oraliture. Hein? Bon, alors, il y a également, l'Afrique n'aura jamais une médecine. On dira ethnomédecine. L'Afrique n'aura jamais une philosophie. Ethnophilosophie. L'Afrique n'aura jamais, même les plantes de l'Afrique, on dit ethnobotanique. Tu dis, mais qu'est-ce que ces plantes ont fait? On dit, elles sont exotiques. L'Afrique n'aura jamais d'anthropologie, ethno-anthropologie. L'Afrique n'aura jamais de musique, ethnomusicologie. Quand on parle de musique classique pour l'Afrique, on dira musique traditionnelle ou ethnomusicologie. Et il y a des Noirs qui vivent de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas ça, Cheikh Anta Diop. Alors, voilà ce que l'Occident a inventé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de cette prise de parole. Les Occidentaux sont très forts en stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé ce qu'on appelle un cheval de Troie dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Ils ont introduit le ver dans le fruit. Donc, bientôt, vous allez voir des gens à la télé. Je dis bien à la télé, en train de défendre l'égyptologie des nègres. Alors, quand on va dire l'égyptologie des nègres, c'est quoi? Ben, ils vont dire, mais ça se caractérise par l'union avec les forces cosmiques, l'émotion. On étudie le babouin de Dieu Thoth. On étudie toutes les formes de griotisme nègre. On étudie ce genre de choses. Et les Blancs vont leur donner même une bourse. En disant, allez dire ce que c'est ça l'égyptologie. Allez dire en Afrique que c'est ça l'égyptologie. Je ne vous dis pas que ça va exister, ça existe déjà. Il y a un congrès qui aura lieu en avril prochain, 2011, à Abidjan, entièrement financé par le CNRS, qu'ils appellent les nouveaux courants de l'égyptologie africaine. Les nouveaux courants. Oui. Et à ce moment-là, ils vont réussir à neutraliser la pensée de Cheikh Anta Diop de l'intérieur, parce qu'ils vont mettre en avant des nègres. Mais en réalité, ce sont des laboratoires à idéologie des Blancs qui ont conçu ça. C'est-à-dire réintroduire par la fenêtre ce que Cheikh a expulsé par la porte. Donc on va ramener dans le socle épistémologique de la pensée de Cheikh Anta Diop des notions comme la mentalité prélogique sui generis, des notions comme ça, avec lesquelles on va dire aussi qu'on invente des sciences. L'orientalisme, c'est quoi? C'est une discipline qu'on a créée pour attribuer aux sémites toutes les réalisations culturelles du monde noir. C'est ça l'orientalisme. Parce que l'Orient n'existe pas. Je ne connais pas un continent qui s'appelle l'Orient. Moi, je connais l'Asie. Montrez-moi un continent qui s'appelle l'Orient, ça n'existe pas. Donc, ça a été inventé pour ça. Donc, on dit Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Mais ça n'existe pas, ça. C'est l'Asie qu'on appelle comme ça. Bien. Deuxième chose, c'est l'eurocentrisme. L'eurocentrisme, c'est la science de toutes les sciences. C'est à l'aune de cette science qu'on évalue le degré plus ou moins grand de l'humanité des peuples. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'africanisme. L'africanisme, c'est quoi? C'est une pseudo-science qui consacre l'infériorité de l'homme noir en lui donnant une spécificité raciale, d'accord, à partir de laquelle on fait ressortir une caractérologie propre au nègre, en disant qu'il y a une essence du nègre atemporelle, et que cette essence-là
se caractérise par le sens du rythme, l'émotion, l'union avec les forces cosmiques, la raison participative et intuitive, un certain nombre de caractéristiques qui sont des inventions de Gobineau et de ses disciples. Donc il faut en finir avec l'africanisme. C'est parce que l'africanisme est confronté à sa propre agonie depuis le colloque du Caire. Que l'africanisme est moribond. L'africanisme est sur le point d'être expulsé des cénacles académiques. Par une stratégie de diversion et de distraction, on a inventé l'afrocentrisme. L'afrocentrisme étant le serpent sur lequel l'africanisme, confronté à son naufrage, s'accroche. Un croyant atteint l'autre rive. Mais il est dans l'ordre des choses qu'on engloutisse l'africanisme avec l'afrocentrisme. Il faut engloutir l'africanisme et son produit, sa métastase qu'est l'afrocentrisme. C'est ça qu'il faut faire. L'un ne survivra pas à l'autre. Parce que l'afrocentrisme est une soi-disant idéologie de la suprématie noire. Or, Cheikh Anta Diop considérait qu'il n'y a pas de suprématie noire, de suprématie blanche. Il y a une espèce humaine unique qui a les mêmes capacités intellectuelles et qui a créé des civilisations partout. Donc, les aborigènes ont créé des civilisations. Les Noirs d'Afrique ont créé des civilisations. Les Asiatiques ont créé des civilisations. Tous les peuples ont créé des civilisations. Ce n'est pas l'apanage de la race blanche. Or, que dit l'eurocentrisme? L'eurocentrisme dit que la science est née en Grèce. La démocratie est née en Grèce. La philosophie est née en Grèce. Tout est né en Grèce. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils postulent encore, ces gens-là? Le premier qui a prononcé le mot miracle grec, ce n'est pas un grec. C'est Renan. Dans un texte intitulé Prière à l'Acropole. Donc vous pouvez rechercher ce texte. Et jamais il n'est question de démonstration scientifique. C'est un poème à la gloire d'un monument qui s'appelle l'Acropole. Seulement à la fin, il a dit que c'est le génie hellène qui a créé tout ce qu'il y a de grand dans l'humanité.